Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Rencontre. Voilà, jamais une élection, une primaire de l'élection présidentielle américaine n'a intéressé tant les médias chinois et surtout sur Internet. On peut trouver pratiquement quotidiennement toutes les informations sur cette élection. Une densité incroyable d'articles, d'analyses, de reportages, de photos, de tribunes, et bien d'autres informations qu'on peut imaginer sur cette élection. Quelquefois même jusqu'à des détails les plus insignifiants. Je peux même dire que quand le candidat Trump atténue, les médias chinois ont de la fièvre. Durant mes 40 ans de carrière journalistique, je peux vous dire que c'est la première fois et c'est du jamais vu. Pourquoi alors cette ardeur incroyable, extravagante sur cette élection primaire des États-Unis? Il y a sûrement une raison, même plusieurs raisons, et lesquelles je vais demander à mes deux invités, Richard Axe, journaliste et correspondant parisien à Pékin, et professeur et politologue Li Tan. Mais avant de commencer, avant de vous entendre, je vous invite, nos chers téléspectateurs, de regarder ce reportage, comment les médias chinois sont passionnés par cette élection. Le 2 mars dernier, aux États-Unis, Hillary Clinton et Donald Trump, les deux favoris des primaires américaines, ont largement remporté le Super Tuesday, une présidentielle américaine qui est suivie avec beaucoup d'intérêt en Chine. Sur le moteur de recherche Baidu, le terme « élection US » offre un choix de plus d'1 330 000 articles en chinois. Les complexités du processus électoral, les particularités des candidats, mais aussi les réactions des médias étrangers captivent les internautes chinois. Et si les Chinois se passionnent pour cette élection américaine riche en surprises, la raison tient aussi à ce que les prétendants à la Maison-Blanche ont fait de la Chine l'un de leurs thèmes de campagne favoris. Chez les démocrates, Hillary Clinton a joué un grand rôle dans la stratégie états-unienne de pivot vers l'Asie et pris plusieurs fois ses distances avec la politique étrangère réputée prudente de Barack Obama. Du côté républicain, le magnat de l'immobilier et milliardaire Donald Trump a joué dès le commencement des primaires la carte anti-Chine, attirant l'attention sur le déficit commercial des États-Unis et promettant des droits de douane de 45% sur les produits chinois. C'est le 18 novembre prochain que les Américains se rendront aux urnes pour élire le 45e président des États-Unis. Dans un contexte de polarisation politique des électorats républicains et démocrates, entre la politique étrangère d'endiguement de la Chine de Clinton et l'ultra-protectionnisme de Trump, le public chinois va certainement retenir son souffle avant de savoir qui deviendra officiellement le nouveau chef de la démocratie américaine le 20 janvier 2017. Bon, Richard, vous êtes journaliste de longue date, vous connaissez bien la Chine, vous travaillez... vous commencez votre carrière à RTL et surtout, vous connaissez bien la Chine, vous connaissez bien l'Europe, mais aussi les États-Unis. On va vous demander ce que vous pensez sur cette passion des médias chinois sur les élections américaines. Et bonjour et bienvenue. Voilà. Et professeur Li Tan, vous êtes politologue, vous travaillez pour l'Institut de diplomatie de Chine. Vous connaissez bien aussi l'Europe, mais aussi bien sûr la Chine. Et surtout, vous êtes auteur de souvent des articles, mais aussi des ouvrages. Bon, ma première question est à vous, professeur Li. Justement, pourquoi cette ardeur extravagante sur ces élections présidentielles américaines? Ce n'est que le début, ce n'est que le primaire. Mais les gens commencent à déjà beaucoup parler. Certaines analyses disent que bon, c'est parce que la Chine est le challenger contre l'hégémonie américaine. D'autres disent ah non, c'est les États-Unis parce que c'est hyperpuissance. C'est lorsque hyperpuissance change son président, ça passionne, ça intéresse tout le monde. La Chine ne fait pas exception. Et quel est votre point de vue? Pourquoi les médias chinois s'intéressent à tel point les élections américaines? Merci pour la question. D'abord, je tiens à préciser que ce n'est
pas une nouveauté, hein, tous ces intérêts de la part des Chinois. Pour le primaire, je crois que c'est nouveau. Hein. Auparavant, oui, on s'intéresse beaucoup aux beaucoup... résultats finaux. Oui, oui. C'est ça. Donc, si vous m'invitez à donner des explications à ces ardeurs, je crois que ça vient d'abord de l'évolution des rapports de force entre les États-Unis et la Chine. Les États-Unis restent évidemment la seule superpuissance à l'échelle planétaire, mais la montée de la puissance chinoise est assez importante pour que maintenant beaucoup d'observateurs occidentaux commencent à parler d'un jeu de G2. C'est un terme refusé, hein, donc c'est le numéro 2 qui s'intéresse à la numéro 1. À la numéro 1, donc moi, personnellement, je n'aime pas trop le mot challenger, parce que là, en ce moment, dans le monde des experts chinois spécialisés en relations internationales, tout le monde parlait de cette possibilité, de cette nécessité d'éviter le piège du Thucydide, entre les États-Unis et la Chine. Donc ça doit être un jeu gagnant-gagnant, donc ce n'est pas... La planète est suffisamment grande pour avoir deux puissances. Voilà, donc cette dévolution des rapports de force, je crois que c'est la raison principale pour expliquer cette nouvelle ardeur de la part des Chinois sur les primaires de l'élection présidentielle américaine. Et qu'en pensez-vous, Richard? Ça passionne aussi les Français, mais quand même, il y a une différence, la passion des médias français et la passion des médias chinois. Oui, vous êtes d'accord que c'est le numéro 2 qui s'intéresse à le numéro 1? Oui, je crois que c'est fondamental et que là, ces primaires sont plus intéressantes que d'habitude, étant donné qu'il y a une grande différence de comportement, d'idées entre Hillary Clinton et celui qui peut être le Trump, enfin, qui Trump peut être sa le personnalité, candidat. C'est un peu particulier. Oui, c'est ça. C'est certain que c'est un peu théâtral et ça l'est plus que jamais. Donc ça intéresse en Chine, en France aussi, même si les angles sont un peu différents. Je crois que la Chine, deuxième économie du monde, vous l'avez dit un peu vite, mais ça compte quand même. Hein. La deuxième économie du monde, elle a tendance à observer ce qui se passe dans la première. Et c'est ce qui est en train de se passer. En plus, la Chine est présente déjà, et elle va l'être de plus en plus, dans la campagne présidentielle américaine. Oui, c'est ce qu'on va analyser tout à l'heure. Que va-t-elle faire? Est-ce qu'il faut se tenir à distance de la Chine? Est-ce qu'il faut lui faire payer certaines choses? Enfin, ça compte pas mal. En France, puisque vous me demandiez ça, le point de vue est différent. On a l'habitude, on est allié traditionnel des États-Unis, on a l'habitude de voir des primaires. Là, comme je le disais, il y a le côté un peu spectaculaire, un peu théâtral de ces primaires-là, mais la relation avec les États-Unis, elle est constante, même s'il y a eu des difficultés parfois. Sous De Gaulle, il y avait de temps en temps des tensions avec les États-Unis. Sous Chirac... avec George W. Bush. Oui, c'est ça. Chirac a refusé d'aller en Irak et ça avait un petit peu secoué. Mais enfin, en France, on s'intéresse surtout, je trouve, dans les médias, au caractère des candidats. Des différents candidats. Plus que à leur programme. Je crois que la personnalité qui intéresse personnalité plus, oui. Bon, c'est comme ça. En France, Hillary Clinton, elle a été connue quand elle était l'épouse de Bill Clinton, c'est certain. Le président américain. Oui, c'est ça. Elle a été secrétaire d'État, voilà, elle est connue d'Obama. Elle représente bien une certaine continuité, un certain classicisme de la diplomatie américaine. Préfère Hillary Clinton que... C'est difficile à dire, ça. C'est difficile à dire parce que Donald Trump, il est beaucoup moins connu, mais il interroge aussi, parce qu'il bouscule l'Amérique, il bouscule même son parti, le Parti républicain. Oui, le Parti républicain déclare vote démocrate si Trump devient le candidat. Ça, c'est extraordinaire. Oui, bien sûr. Il y a même des gens qui s'apprêtent à partir au Canada. J'ai vu que le Canada, s'il gagne, le Canada organise la venue d'Américains qui seraient mécontents. Enfin, je ne sais pas, mais
c'est un personnage qui, en tout cas, s'adresse à la majorité silencieuse américaine assez habilement. Donc tout ça, c'est observé en France, bien sûr. On peut dire que Trump est un peu un politique extrémiste, si je peux dire. Et le même phénomène en France aussi, hein, la France où vous avez Marine Le Pen. Est-ce que dans les élections présidentielles prochaines, 2017, le même phénomène peut être observé en France? Je pense que oui, Marine Le Pen jouera un rôle à peu près comparable, c'est-à-dire de provocation, d'une volonté de se différencier de la gauche et de la droite traditionnelle. Et ça va certainement lui permettre d'arriver en force à la prochaine présidentielle. Maintenant, est-ce qu'elle pourra l'emporter? Je ne sais pas. D'ailleurs, sur Trump non plus, je ne sais pas. Hein. Et simplement, ça signifie une attente, une alerte dans une partie de l'électorat. J'ai une autre question à professeur Littan, c'est que je vois que c'est les médias, plutôt en Chine, qui s'intéressent à cette élection. Quelquefois, je me suis dit, les médias ne peuvent pas forcément refléter l'opinion publique. Est-ce que les Chinois ordinaires, les Chinois dans la rue, est-ce que les Chinois s'intéressent vraiment qui sera le prochain maître de la Maison-Blanche? Si aujourd'hui les médias chinois travaillent beaucoup donc dans le reportage de ces primaires, je crois là c'est plutôt pour donner satisfaction aux besoins du grand public chinois. Donc, ils sont très curieux. Vous pensez que c'est le besoin de public qui pousse les médias chinois s'intéressent à ces primaires? Évidemment, pour le public chinois, c'est comme ce qu'a dit tout à l'heure par Richard, c'est spectaculaire ces primaires. Donc avec des candidatures aussi passionnantes, je dirais comme... C'est très théâtral en fait. C'est organisé de façon à intéresser le maximum de gens, donc pourquoi pas les Chinois? Non, cette fois-ci c'est... Quand on dit quand Hillary Clinton sera élue, elle sera la première présidente américaine. Et pour le cas de M. Donald Trump, il sera un président un peu fou, selon les autres. Et pour, si jamais un monsieur comme Sanders est élu, il sera le premier président juif. Donc c'est théâtral, c'est théâtral. Je crois là, les Chinois qui suivent... Il y a beaucoup de premiers. Ces élections, ils le suivent un peu comme un match de basketball, NBA, ou bien comme un spectacle. Bon, c'est un spectacle, une série télévisée alors. Voilà. Mais tout à l'heure, Richard a très bien dit que la Chine, peu ou prou, est souvent, dans les élections présidentielles américaines, la cible d'attaques, de critiques, comme si critiquer la Chine peut gagner des voix. Qu'en pensez-vous de ceci? Peut-être parce que la Chine est devenue malgré que vous n'aimez pas, challenger, ce mot? C'est triste de constater ça, c'est vrai. Voilà, depuis des années, donc critiquer la Chine, ça devient quelque chose, une méthode pour se sauver quand la candidature se trouve un peu en difficulté dans sa campagne électorale. Donc aux États-Unis, et puis quand l'échéance électorale s'approche, il commence à critiquer plus donc, la Chine et sa politique étrangère. Donc pour moi, l'explication est assez facile parce que critiquer la Chine, il n'y a pas beaucoup de risques, et puis ça peut attirer donc, les électeurs. Mais c'est quand même bizarre, la Chine est le banquier des États-Unis, comme Jacques Attali a dit. Les Chinois travaillent et prêtent l'argent aux Américains et les Américains consomment. Et ils critiquent la Chine. C'est quand même extraordinaire, Richard. Oui, c'est-à-dire que, ou bien la Chine est très forte et elle fait peur, son économie marche bien, elle fait peur aux Américains, ou bien comme en ce moment il y a un certain ralentissement, et elle fait peur aussi, un certain ralentissement économique. Oui, c'est l'espèce de, comment dire, les États-Unis sont inquiets de voir la montée d'un pays qu'ils n'attendaient pas. Ça s'est passé très vite, en fait. En 20 ans, l'économie chinoise est devenue la deuxième au monde. Et donc, ils essayent de se préserver, mais comme vous l'avez dit, en même temps, la Chine possède des réserves financières considérables aux États-Unis.
Il y a un autre phénomène à souligner dans ce processus. Ouais. C'est qu'il existe un contraste incroyable entre les actes du président élu et les promesses ou les critiques. Voilà, quand il était candidat. Et puis c'est un argument de campagne. Ouais. Voilà, donc les électeurs, le grand public américain s'est montré très tolérant vis-à-vis de ce contraste. Ça a un peu encouragé. Il peut dire ce qu'il veut, mais il fera d'autres choses. D'autres choses, une fois élu. Voilà. C'est très très différent de ce qui a été dans l'histoire la relation entre les États-Unis et l'URSS, par exemple. L'URSS, c'était une puissance politique. Oui. Elle existait dans un certain nombre de pays. Elle avait une influence sur un plan plus diplomatique, mais ce n'était pas une puissance économique. Là, la Chine, c'est une puissance économique. Oui, l'interdépendance entre les États-Unis et la Chine est telle que les États-Unis... Les candidats, une fois devient le président, est obligé de changer son attitude. Tenir compte, bien sûr. Oui. Je ne sais pas ce que ferait Trump, lui, s'il arrivait, mais... Oui, voilà, Trump, justement, si c'était Madame Hillary Clinton... Continuité. Oui, continuité, malgré, je pense qu'il y aura des turbulences entre les pays, mais contrôlables. Et si c'était M. Trump, qui est devenu le premier président, comment dirais-je, d'extrémistes, alors... Quel est votre pronostic sur l'avenir des relations sino-américaines? C'est un pronostic très difficile à faire. Je crois que personne n'est capable d'imaginer en ce moment un système politique américain avec à sa tête une personnalité comme M. Trump. Donc aujourd'hui, il est à mi-chemin de sa campagne électorale. Il a gagné déjà beaucoup d'étiquettes, donc anti-minorité, il est contre les femmes, il est contre les réfugiés, il est contre plein de choses. Donc si il est élu président des États-Unis, donc il y a évidemment beaucoup de risques inconnus. Donc je crois que c'est un pronostic impossible de le faire en ce moment. Et Richard, alors, comment analysez-vous? Est-ce que si Donald Trump devient le prochain président américain, le monde aura un tremblement de terre politique? Il serait bien obligé de tenir compte d'un certain nombre de choses qu'il a dites, et qui correspondent à ce qu'attend l'Amérique profonde. Renforcer le potentiel militaire, par exemple, supprimer la réforme de santé que Obama a mis en place. Et c'est d'autant plus paradoxal qu'il est républicain et que les républicains sont assez ouverts sur le plan économique, par exemple. Et qu'avec la Chine, ils veulent qu'il y ait des relations qui sont connues, quoi. Ils veulent que les échanges économiques se développent entre... Lui-même, il est un homme d'affaires, il fait des affaires avec la Chine. Oui, c'est ça. Mais là, il voudra des rééquilibrages, sans doute, si on écoute ce qu'il dit. D'un autre côté, chez les républicains, en général, il y a moins de critiques que chez les démocrates sur le système politique chinois, par exemple. Lui, on a l'impression qu'il est capable de critiquer ça aussi, Trump. C'est assez difficile de savoir, s'il était élu, par hypothèse, qu'est-ce qu'il garderait de sa campagne et qu'est-ce qu'il oublierait aussi vite. Ça ne lui aurait servi qu'à être élu. C'est très difficile donc de prévoir quand le candidat devient le président. Donc, en Chine, professeur Li, la fascination envers les États-Unis des Chinois, une partie au moins, une grande partie des Chinois, c'est très évident. Tout le monde voit que beaucoup de Chinois sont passionnés, sont fascinés par les États-Unis. Mais les élections présidentielles, cette fois-ci, c'est avec les candidats comme Trump. Est-ce que cette élection peut changer l'opinion publique chinoise sur ce pays? Et cette fascination, à mon avis, ce n'est pas une fascination pour le pays en tant que tel, pour les États-Unis, c'est une fascination pour le bonheur, je dirais, pour la prospérité, un niveau de vie élevé, les nouvelles technologies avancées, bien-être, donc un niveau très, très, très élevé, tout cela. Donc c'est une aspiration commune de toute l'humanité à une belle vie, au bonheur. Donc
Entre-temps, surtout après la Seconde Guerre mondiale, c'était un peu les États-Unis qui incarnaient le bonheur. Voilà, American Way of Life, le style de vie américain, était non seulement à la mode en Chine, hein, mais aussi en France, en Europe, dans les années 50. Donc voilà, c'est un peu ça, donc mon explication hein, de cette fascination. Hein. Cette fois-ci, les primaires de cette élection présidentielle, à mon avis, ne seront pas considérées comme un ajout hein, au prestige américain, ni un facteur qui peut embellir l'image de la Chine, de la France, des États-Unis. Hein, ou bien le contraire, je pense. Ou bien le contraire, c'est sûrement le contraire. Donc, je vois que Richard, oui, en France, il a une mécanique de anti-américanisme, on dit. Ah oui, oui. Mais enfin, quand même, ce qui fascine aux États-Unis principalement, c'est l'élection d'un homme qui va être extrêmement puissant. Si c'était Trump, par hypothèse, comme la majorité en plus au Congrès, elle est républicaine, a priori, comme ça, sur le papier, il aurait une puissance considérable, même si apparemment il ne s'entend pas si bien avec les républicains, donc c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, quoi, les États-Unis, ça fascine. Et alors, les primaires, ça peut intéresser, mais il faut vraiment être très fort et très spécialiste pour comprendre comment ça marche. Hein. C'est un système électoral invraisemblable. Oui, très différent que tous les autres. Hein. Oui, qui est différent d'un État à l'autre. C'est ce qui se passe en ce moment. Il y a encore des États importants, hein, l'Ohio, la Floride, qui vont voter, qui peuvent peut-être changer un petit peu les donnes. Mais Trump et Clinton a gagné le super mardi. Oui. Tout le monde dit que voilà, ça c'est décisif, ça peut être... Alors là, on a vu toutes sortes d'exemples. Il y a même un exemple, je crois que c'est au début du XXe siècle, où tout a été changé à la convention du parti. Parce qu'un certain nombre de délégués ont une liberté de vote à ce moment-là. Et ils ont changé d'avis. Oui, ça c'est exceptionnel. Hein, c'est exceptionnel. C'est pas courant. C'est pas tellement courant comme campagne en ce moment non plus. Hein. Bon, je vois que si Donald Trump peut gagner ce super mardi, au moins cela veut dire que la politique est en train de pousser à l'extrême, l'extrémiste. C'est un phénomène que vous avez dit tout à l'heure dans tous les camps, aux États-Unis, mais aussi en Europe. Apparemment, c'est la première fois après la Seconde Guerre mondiale que les extrêmes droites et les extrêmes gauches montent en même temps. Comment expliquez-vous, Richard? C'est une espèce de désillusion. On le voit bien en France, par exemple. De la politique traditionnelle. Oui. De la gauche comme de la droite. Elles se sont alternées au pouvoir et une bonne partie de la population, à cause de la crise mondiale d'ailleurs, une bonne partie de la population considère que ça n'a pas changé grand-chose, que la crise est toujours là et que donc voter pour les partis traditionnels, ça n'amène pas grand-chose. Mais en même temps, on l'a vu aux dernières élections régionales en France, c'est pas pour ça que le Front National a gagné. Il n'a pas gagné, aucune région. Donc en fait, en France, pour l'instant, l'extrême droite, le Front National, sert d'alerte. Et les gens votent pour lui dans les premiers tours pour faire comprendre à la gauche et à la droite qu'il faut bouger. Alors deuxième tour, il retourne vers... un peu. Surtout qu'au deuxième tour, c'est arrivé dans les régionales, il y avait plus d'électeurs et donc on est revenu à quelque chose de plus traditionnel. Et je crois que c'est un peu pareil dans d'autres pays aussi, sauf ceux où l'extrême droite finit par arriver. Oui, je crois que depuis des années, en Europe comme aux États-Unis, on dirait que notre démocratie est malade. Donc je ne vois pas dans les scores obtenus par M. Trump qu'un soutien à la personne qui est M. Donald Trump. C'est plutôt une manifestation de protestation. Voilà, de manifestation de leur colère, d'une déception générale vis-à-vis de la politique et vis-à-vis du monde politique classique.
Mais Et je pense que l'un des éléments les plus importants dans ce que dit Trump, c'est le protectionnisme. C'est la volonté de refermer les frontières. C'est un peu pareil d'ailleurs au Front c'est la National. tradition américaine, hein, le Oui, oui, oui. protectionnisme. Oui, mais là, ça revient. Ce n'était plus tellement la tradition des républicains. Oui. Là, il leur ramène cet argument et ça lui réussit plutôt. Mais au moins, s'il peut gagner ou pas, la radicalisation de la politique américaine, c'est évident. Même phénomène dans la gauche républicaine, droite républicaine et gauche démocrate. Leurs luttes sont devenues plus féroces aussi. Le blocage politique est de plus en plus, aux États-Unis, est de plus en plus fréquent. Obamacare est un exemple. Et l'autre exemple, c'est que le Sénat américain a bloqué le budget de démocrates. Ça fait un tel point que tout d'un coup, Obama n'arrive même plus à faire fonctionner l'État. Alors, je me rappelle un professeur chinois de l'université de Fudan, Zhang Weiwei. Il analyse, en fait, pour un État, juger un État, l'élection, c'est un facteur important, mais en fait, le plus important, c'est la capacité de la bonne gouvernance. Dans un monde, aujourd'hui, il y a deux sortes de pays. Les pays où il y a une bonne gouvernance, c'est les pays où la gouvernance est mauvaise. Et selon lui, les élections américaines ont commencé à avoir une sorte d'effet dit Gresham, c'est-à-dire la loi de Gresham, c'est-à-dire la bonne monnaie, la mauvaise monnaie chasse les bonnes. Est-ce que vous pensez que son analyse est pertinente? Oui. Selon la loi de Gresham, donc, si on constate ce phénomène, dit la mauvaise monnaie chasse la bonne, c'est parce que le public a tendance de conserver la bonne monnaie, parce que c'est précieux, il faut la garder chez eux, et puis et dépenser au plus vite la mauvaise monnaie. Donc je ne suis pas sûr si la loi de Gresham s'applique aux élections présidentielles américaines, parce que cela suppose qu'il existe en même temps sur le marché une mauvaise monnaie, une bonne monnaie. Si M. Trump est considéré comme la mauvaise monnaie, alors qui peut être considéré comme la bonne monnaie? C'est une bonne question. Voilà, donc j'en suis pas très sûr. Oui, je suis complètement d'accord. D'autant que ça ne veut pas dire grand-chose. Une fois au gouvernement, un même parti peut avoir de bonnes politiques et des mauvaises politiques. On n'est pas complètement bon, complètement mauvais. Mais le fait à l'heure actuelle, c'est souvent comme ça. Bon, ça touche à notre fin, là, la fin. Il y a une question qui est obligatoire, qui est inévitable. Alors, pour vous, lequel sera le prochain locataire de la Maison Blanche et pourquoi? Qui veut commencer? Moi-même, je n'aime pas trop donc des risques inconnus dans un système politique comme dans les relations internationales. Donc, à mon avis, Mme Clinton aurait une bonne chance de devenir la première présidente américaine. Voilà. Et si Donald Trump sert d'alerte, ce que je disais tout à l'heure, alors je pense qu'au final, Hillary Clinton devrait gagner. À moins que, ce que j'ai évoqué aussi, un autre candidat apparaisse au moment de la convention républicaine en juin. Je ne sais pas qui ce serait, mais que lui, en quelque sorte, récolte sur le terrain labouré par Donald Trump un avantage qui soudain lui permettrait de passer. La popularité d'Hillary Clinton n'est pas considérable et c'est ça qui lui joue un tour. Mais enfin, en même temps, elle a une compétence, elle connaît beaucoup de monde à l'étranger. Bon, alors, pronostic est fait. Malgré tout, on parie sur Hillary Clinton. Bon, merci beaucoup, merci pour vos analyses et on va continuer, parce que cette élection, ce n'est que le primaire, on va continuer et je vous réinviterai. Bon, merci beaucoup, merci tous les deux. Et merci aussi à nos chers téléspectateurs, merci pour votre fidélité.
et à très bientôt.